Donc, vous êtes architecte du patrimoine, vous avez suivi la formation de l'école de Chaillot, dont le cœur de métier est naturellement l'intervention sur l'existant, qui est éventuellement protégé MH, monument historique, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est un peu ce glissement de démarche du monument protégé, reconnu comme monument, vers du bâti ordinaire qui nous intéresse, puisque cette démarche développe des réflexes, ou tout au moins une attention particulière. Donc, on voulait vous demander de témoigner sur quelques exemples de diagnostics réalisés et les liaisons qui peuvent, les ponts qu'il peut y avoir vers la programmation et la faisabilité. Donc, je sais que vous avez travaillé notamment pour des projets dans le PNR du Gâtinais et aussi sur des opérations de la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation qui nous permet toujours de prendre un petit peu de recul par rapport à notre pratique. On est souvent sur le terrain. Et c'est vrai qu'en échangeant avec Gauthier, en préparant cette intervention, je lui disais que nous travaillons bien évidemment sur de nombreux diagnostics au démarrage des opérations de maîtrise d'œuvre. Et je vais vous évoquer quelques opérations sur lesquelles ce diagnostic a été important. Mais nous nous rendons compte aussi que pour des projets sur le bâti qu'on a appelé ordinaire, hein, qu'on nous on appelle non monumental, le rôle de l'architecte est souvent négligé alors il est stratégique dans la réalisation finalement d'études préalables au lancement d'opérations de maîtrise d'œuvre et qu'on appelle aussi des études de faisabilité. Alors si ces études sont souvent réalisées et menées pour de grosses opérations, nous nous sommes rendus compte que pour de petites communes, de petits acteurs de la construction, c'est un outil qui est souvent négligé. Et je vous ai sélectionné là sur la diapositive que vous voyez, quelques exemples d'études de faisabilité réalisées par l'agence sur ce que nous, on considère comme du bâti ordinaire, en tout cas du bâti qui n'est pas monumental et comme le disait la première intervenante ce matin, qui n'est pas identifié au titre des monuments historiques ou au titre d'un intérêt patrimonial remarquable sur les PLU. Donc, dans ces études de faisabilité qui finalement ont beaucoup en commun sur certains points avec des diagnostics plus classiques, nous explorons plusieurs dimensions avec une plus grande liberté par rapport à celle que l'architecte peut avoir lorsque les opérations sont déjà lancées et que le programme et évidemment le budget est déjà arrêté. Alors, sur ces études de faisabilité, elles se déroulent toujours en 3 temps. Nous, dans la manière dont on les mène à l'agence, on a un diagnostic de site qui est finalement assez similaire au diagnostic que l'on peut développer en maîtrise d'œuvre, que je vous développerai plus tard sur des exemples d'opérations. Euh, un questionnement et une exploration de scénarios programmatiques, qui est quelque chose que l'on ne peut plus faire une fois que l'opération est lancée. Et donc, c'est quel programme est le mieux adapté pour ce bâtiment, comment le dimensionner, faire des simulations de scénarios concrets d'aménagement avec des élus ou des maîtrises d'ouvrage, estimer, faire une première enveloppe d'estimation de coûts d'opération, positionner et hiérarchiser les enjeux de la restauration du point de vue patrimonial, parce qu'on parle souvent quand même de patrimoine, même s'il n'est pas monumental. Euh, Positionner les enjeux écologiques aussi de ces restaurations-là. C'est le moment où on peut avoir un peu d'ambition, euh, très en amont comme ça de l'opération. Et puis, finalement, laisser le choix et l'arbitrage politique à la maîtrise d'ouvrage sur le scénario qui va être choisi. Donc ça, dans cette deuxième phase, à la fin de cette phase-là, on a comme ça un moment où le maître d'ouvrage décide d'aller plus vers un des scénarios qu'on projette. Et on va, sur ce scénario-là, faire la troisième phase du développement de nos études de faisabilité, qui sont matérialiser une esquisse architecturale du scénario retenu, dans lequel on va affiner un petit peu les coûts de travaux, les coûts d'opération. On va intégrer les partenaires potentiels. Donc, sur les opérations que vous avez là, on a beaucoup travaillé avec le parc naturel du Gâtinais français, mais on a d'autres sujets sur lesquels on fait intervenir, par exemple, l'architecte des bâtiments de France ou les services de la conservation. Phaser, hiérarchiser les tranches d'études et de travaux dans le temps. Et finalement, le dossier d'études de faisabilité qu'on livre, qui est un élément un peu préalable au lancement des opérations, permet à la maîtrise d'ouvrage de disposer d'un outil concret pour lancer des opérations de maîtrise d'œuvre en étant plus sachant.
ce qui est pas toujours évident, hein, pour des petites communes ou des petits porteurs de projets, et surtout d'être bien outillés et de connaître un peu mieux le bâtiment sur lequel ils vont demander à des architectes ou des équipes de maîtrise d'œuvre d'intervenir. Alors, pour vous expliciter un peu les projets que vous avez là illustrés, le premier sujet, c'était une grange à Boigneville, qui est une grange qui est en cœur d'îlot, lorsqu'on nous l'a demandé c'est un travail qu'on avait mené avec le Parc naturel régional du Gardinier français sur des missions expérimentales sur des typologies un peu comme ça, que j'allais dire ordinaires, hein. C'est vraiment, on est sur une grange en fond de parcelle qui ne présente pas d'intérêt particulier au départ. Questionner qu'est-ce qu'on peut faire de cet élément-là lorsque la commune est propriétaire d'un bâtiment comme celui-ci. Une maison de bourg à Fleury-en-Bière dans le 77, qui lui ressemble plus à la typologie de bâtiments ruraux qu'on retrouve dans les cœurs de village dans tout le sud parisien, qui est une maison de rue pareil à l'abandon. Une ancienne ferme et une halle à Chevannes, qui était aussi un travail qu'on avait mené avec la commune et le parc, où il y avait une question de logement et équipement, une question mixte. Euh, En bas, je vous ai mis aussi des programmes d'opération mixtes, où à Marly-le-Roi, on est sur un bâtiment des années 50, une maison individuelle des années 50 léguée à la commune qui doit envisager l'intégration d'un conservatoire. Un patrimoine 19e siècle, alors qui est peut-être un peu hors sujet parce qu'il est un peu plus monumental, sans être toutefois absolument exceptionnel, qui est le tribunal d'instance d'Aubervilliers. Et puis, évidemment, des logements collectifs. Là, c'est des opérations de faisabilité qu'on a fait avec la RIVP dans Paris. Et donc, sur toutes ces opérations-là, l'étude de faisabilité est un moment vraiment stratégique et sur lequel l'architecte a un rôle crucial. C'est parce que il va être capable d'avoir à la fois une approche technique, de questionner le programme, et puis d'orienter finalement assez fortement les potentialités du projet, alors que d'habitude, il arrive toujours un peu trop tard. On va passer à la suivante. Alors, en phase de diagnostic et en phase de faisabilité, on utilise des outils qui sont les mêmes finalement qui sont hérités pour notre part. Moi, je suis architecte du patrimoine et on utilise des méthodologies qui sont utilisées dans la restauration des monuments historiques, qui pour nous vont pas être très différentes dans la manière dont on appréhende un bâtiment, même plus mineur hein, dans son intérêt. Et dans la restauration d'un monument historique, l'étude préalable, c'est le moment crucial et méthodologique de reconnaissance de la valeur d'un édifice. C'est le moment où on va se donner les moyens de comprendre l'entité architecturale qui nous est proposé d'étudier. César Brandy exprime cette idée avec clarté. Il dit « La restauration est le moment méthodologique de reconnaissance de l'œuvre d'art du point de vue esthétique et historique ». Alors, dans le bâti ordinaire, on a moins cette nécessité de reconnaissance du point de vue esthétique et historique, mais on se rend compte quand on plonge un petit peu dans l'histoire des bâtiments ordinaires, qu'ils ont la couche historique a vraiment un intérêt et fait partie des enjeux du diagnostic. C'est-à-dire que nous, on considère que c'est un élément qui va se rajouter à la programmation et à la réflexion qu'on va pouvoir avoir dans le projet, dans la maîtrise d'œuvre. Et donc, on va toujours commencer notre approche dans le diagnostic par un travail de recherche qui va être un recollement de la documentation disponible. Donc, on va aller voir les plans anciens, on va essayer de retrouver les plans de construction d'origine quand on peut les retrouver. On va faire une analyse aussi du contexte dans lequel ce bâtiment a été produit, avec quels matériaux, pourquoi, d'où venaient les matériaux, comment il a été construit. Et ce travail, ça c'est un travail qui se fait plutôt au bureau, plutôt en archive. Et on va le croiser avec un travail de relevé de terrain qui va être d'abord un relevé photographique complet de l'édifice. À partir du relevé de géomètre, alors souvent on fait nous-mêmes les relevés parce que les géomètres ne sont pas assez fins dans leur approche, mais sinon on vient compléter les relevés géométriques
qui vont nous permettre de comprendre en détail le bâtiment et son histoire, parce que c'est ce qu'on fait en monument historique, c'est l'archéologie du bâti. Mais sur le bâti ordinaire, en fait, souvent, cette approche fine du relevé permet de comprendre comment le bâtiment a évolué dans le temps et finalement comment on va pouvoir intervenir dessus dans les opérations de maîtrise d'œuvre pour démolir des parties, conserver des parties, faire finalement éclairer les choix qui vont être faits dans le projet. Et on fait un relevé de l'état sanitaire qui est aussi un outil plutôt monument historique, mais qu'on fait systématiquement. Vous avez une illustration en bas. Relevé de l'état sanitaire, c'est analyser toutes les pathologies du monument, donc du pathologie de l'édifice en question. C'est comprendre dans quel état sont les maçonneries, les structures, les charpentes, les couvertures, les menuiseries. Et c'est souvent demandé de façon un peu lapidaire et systématique dans les cahiers des charges de diagnostic de maîtrise d'œuvre. Mais il n'y a pas toujours besoin de faire un état détaillé de toutes les menuiseries, sur tous les projets, mais certains projets, on se rend compte que c'est fondamental, ou pareil sur les charpentes. Donc il y a vraiment une adaptation de ces outils au cas par cas en fonction du sujet qui est utilisé. On a un travail d'analyse du contexte, évidemment, du paysage alentour et du contexte urbain, une analyse de la potentialité et la réutilisation des matériaux. Ça, c'est un point qui nous travaille beaucoup à l'agence. On est convaincu que on sera amené à construire, enfin nous, on ne construit jamais de neuf, par exemple, hein, mais, ou très peu. On considère qu'il y a déjà fort à faire à réhabiliter ce qui est déjà là et à le réhabiliter sans forcément démolir. Donc, parce que la démolition a un coût écologique très important, parce qu'on a des matériaux qui ont déjà consommé l'énergie grise nécessaire à leur mise en œuvre il y a 100 ans, 150 ans. C'est dommage de réutiliser cette énergie à nouveau. Donc, on essaye de faire avec plutôt que de faire contre ou en démolissant. Et donc, on analyse vraiment la potentialité de la réutilisation de ces matériaux. Et ça, je vais peut-être vous illustrer ça avec un projet. Donc, si tu mets la diapositive suivante, donc Boigneville, qui est la grange que je vous avais mis en introduction du propos. C'est un projet qu'on a fait avec une petite commune, donc un maire qui choisit d'être bailleur social, en fait, qui rachète des ruines ou des logements dans sa commune et qui les transforme en logements locatifs. Et donc, dans ce projet-là, qui est un projet qui a eu le prix de la construction bois cette année dans la catégorie réhabiliter un logement, on a fait le choix de démolir ce qui était strictement nécessaire et de conserver au maximum les structures existantes du bâtiment et dans la démolition, de faire de la réutilisation des matériaux. Donc, vous avez un exemple de réemploi où on a dans le soubassement de la structure bois qui va être, puisque la maison va être entièrement en ossature bois à l'intérieur d'une enveloppe bâtie et maçonnée. On a utilisé les maçonneries de grès, les moellons de grès qu'on a triés et qu'on a réutilisés pour faire le soubassement de la structure bois que vous avez dans la partie centrale. Je pense que ça se voit bien au milieu. Et c'est pareil, on a, vous voyez à droite, dans le projet, on avait des rochers qui traversaient la maison. Et plutôt que de se dire, allez, on va tout dynamiter, on va faire un doublage autour de ce rocher, c'est des éléments qu'on considère comme finalement des potentiels pour le projet. Et donc, on s'en sert, on les intègre et on en fait des éléments de projet. Et cette réhabilitation-là s'est fait, on a travaillé avec Laurent Mouly, hein, qui est à la table ronde aussi sur ce projet-là, avec l'idée de mettre en valeur la filière de chanvre, donc du gâtinais français. Et donc, on a une ossature bois dans laquelle on a fait une projection de béton de chanvre qui permet de proposer une isolation naturelle, respectueuse de l'enveloppe ancienne du bâtiment, tout en utilisant finalement une technique et une structure, une ossature bois d'aujourd'hui. Et donc, voilà, un projet dans lequel le diagnostic au départ avait un rôle fondamental puisqu'on a vraiment sélectionné ce qu'on souhaitait conserver et garder avec finalement des objectifs croisés d'économie et de développement durable qui sont pour nous au cœur de l'intérêt du diagnostic. Et évidemment, on s'était aussi interrogé sur l'histoire de ce lieu.
avant d'intervenir pour savoir si ça valait le coup ou pas de démolir le petit appentis qu'on a devant. Un deuxième projet, une maison de bourg à Fleury-en-Bière qu'on vous a mis aussi, parce que je pense qu'il est assez significatif. C'est un projet qu'on a fait au tout début de notre activité, qui est une toute petite opération, puisque la maison fait 18 mètres carrés au sol sur 3 niveaux, le niveau de cave, niveau de rez-de-chaussée, niveau de l'étage. Donc c'est un projet d'orfèvrerie, pour arriver à faire rentrer un programme de logement, cette enveloppe-là. Mais ça nous paraissait, assez typique et assez, représentatif de situations urbaines, de cœur de bourg, dans lequel on a des petites maisons qui sont laissées à l'abandon parce qu'au départ, leur bâti est considéré comme, on ne peut plus le louer, c'est pas viable, on ne peut pas faire de logement là-dedans, c'est trop petit, on n'y arrivera pas. Et finalement, quand les archis, on est habitué, hein, tous les architectes à travailler à Paris sur des tout petits espaces, à rendre des choses habitables qui, a priori, ne le sont pas. On arrive au niveau du diagnostic à faire des scénarios d'habitabilité où on offre un logement qualitatif, euh, et où on a expérimenté aussi là, des utilisations de béton de chanvre et d'isolation écologique du bâti. Alors c'est évidemment, ça c'est des opérations un peu atypiques on est sur des toutes petites opérations, mais l'idée c'est de montrer qu'au moment du diagnostic, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça, je pourrais vous faire 1 heure de présentation sur le détail du diagnostic de l'opération, mais on avait évidemment des problématiques sur les enduits en ciment, on avait des problématiques sur l'isolation du bâtiment, sur la différence de construction des maçonneries côté rue, où on avait une façade ordonnée qui avait été reprise au 19e et les façades arrière qui étaient des façades modifiées plus anciennes, qui étaient liées à un usage de grange et de stockage du foin. Mais toute cette dimension d'analyse historique et technique vient nourrir le projet et nous permet d'orienter les choix architecturaux, qui était ici un choix de restaurer l'enveloppe sans forcément signifier d'intervention contemporaine sur l'extérieur, mais par contre d'avoir une écriture assez forte sur les intérieurs, qui, eux, n'avaient pas d'intérêt patrimonial particulier. Je vais peut-être passer à la suivante. Pour conclure un peu mon intervention et laisser la parole aux autres intervenants. On parlait avec Gauthier d'opérations aussi qu'on a menées sur du bâti plus ordinaire. Là, vous avez une opération de logements sociaux pour I3F à Livry-Gargan. Vous avez des photos de avant, après, avant en haut, après en bas. Pour lequel pareil, on a une mission de diagnostic qui, au départ, quand on arrive sur un bâtiment comme ça, la commande, c'est simplement de faire une ITE. Et quand on se penche un peu sur le détail de l'état des balcons, on se rend compte que les balcons ont des pathologies importantes, que dans leur dessin d'origine, ils laissent assez peu passer la lumière, puisqu'on a des garde-corps pleins qui viennent porter de l'ombre sur les baies vitrées qu'on a derrière. Et un des sujets qui est venu au moment du diag, c'était de se dire comment on pousse un peu plus loin le projet que simplement faire une ITE. C'était de proposer au niveau des balcons un travail spécifique sur une loggia, un élément vitré qui permettait d'ouvrir et de se fermer et d'offrir une pièce en plus pour les habitants. Et donc finalement, dans un cas comme celui-là, le diagnostic, au départ, le diagnostic technique vient informer aussi une potentialité de réhabilitation qui va un peu au-delà du programme originel. Voilà, je ne sais pas si ça Oui. J'essaie de faire. Oui, merci. Oui, merci. Je trouve que conclure avec le projet de Livry-Gargan, bah, ça boucle un petit peu parce que on voit à quel point l'attention particulière au diagnostic et puis une vigilance peut alimenter des propositions d'architecture. Et puis on voit ici que I3F a accepté de jouer le jeu. Et donc vous avez pu aller un peu plus loin que peut-être que la commande initiale, parce que
vous ne l'avez pas trop dit, mais c'est vrai que dans le Gâtinais, la commande qui était par le PNR, je crois, permettait vraiment de réinterroger les programmations et de vérifier effectivement, je reprends un mot de M. Weintraub tout à l'heure, de ne pas faire plier le bâtiment à une volonté supérieure, c'est-à-dire de bien vérifier que le programme rentrait dans le bâtiment. Et c'est vrai que quand on est sur l'existant, c'est évidemment un préalable à toute démarche. Peut-être on reviendra vers vous pour des questions tout à l'heure. Merci.